Hello la Didi Family, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon podcast sur mon suivi de grossesse. On se retrouve aujourd'hui pour, je pense, le podcast le plus attendu, celui dont je te parle depuis à peu près 2 ou 3 semaines, celui de l'hospitalisation. Je me souviens donc en semaine 22 d'avoir réfléchi à trouver une solution pour mes douleurs ligamentaires et au niveau du ventre. Depuis quelques temps, mon ventre était très tendu, c'était mes toutes premières contractions. J'en avais jamais ressenti et ce ne sera pas les dernières non plus. J'ai donc testé l'acupuncture. C'est une forme de soin où l'on vient planter des aiguilles très très fines sur différents points du corps et qui permettent de soulager différents maux physiques et psychiques. Vu qu'à force de plaintes, j'en venais à penser que ce que je ressentais était faux, je me suis dit pourquoi pas tester une médecine alternative. De toute façon, j'étais pas à ça près. J'avais de la chance que l'acupuncture soit proposée dans ma maternité. J'ai donc été à ma séance. La sage-femme acupunctrice m'a questionné sur mes douleurs. Elle a planté des aiguilles dans ma hanche, les poignets, les chevilles et la dernière au milieu du front, qui m'a plongée dans un sommeil léger et relaxant. À la fin de la séance, 1 heure si je me souviens bien, j'étais toute endolorie mais soulagée de mes douleurs ligamentaires. Persistait seulement la douleur comme une barre que j'avais dans le dos et mon ventre tendu. Je me suis dit que c'était déjà ça. La sage-femme m'avait expliqué que les effets pouvaient arriver a posteriori et que je risquais d'être crevée les jours prochains. Oh mon Dieu que oui! Ce fut le cas. J'ai passé 2 jours HS à comater sur mon canapé. Les jours ont passé et je n'ai pas cessé d'avoir mal. J'avais même la sensation qu'elle amplifiait, que je me sentais de plus en plus fatiguée. J'essayais de pratiquer la méthode Coué, c'est-à-dire de me dire que c'était dans ma tête et que j'étais une femme enceinte et pas malade et que j'avais juste à me bouger. La technique, un pas, plus un pas, plus un pas, tu connais ? Un pas de plus, un pas du tout, oui. La semaine suivante est arrivée, la douleur a atteint son apogée, j'ai suivi les conseils Doucho, Doliprane, Spasfon, ce combo, mais ce sont des douleurs classiques que je décrivais. Ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir mon esprit à mon corps et de m'écouter. Enfin non, c'est mon corps qui a dit à mon esprit qu'il n'en pouvait plus. Je te raconte en détail ce qui m'a amené à aller aux urgences de ma maternité ce jour-là. C'était en début de soirée, vers 20h à peu près. Je sentais que ça n'allait plus du tout. Je me sentais dans le mal. Les douleurs étaient à leur paroxysme. J'avais des difficultés à me lever, mon ventre était tendu, j'avais tout fait. Je ne faisais que de me reposer. J'avais très très mal au ventre. J'ai eu peur ce soir-là de perdre mon bébé. J'étais allongée sur mon lit, j'ai roulé sur le côté pour me lever, pour aller aux toilettes et voir ce qui se passait. Mais là, impossible de me redresser. J'étais debout sur mes jambes, le corps plié à 90. La douleur était insoutenable. Une barre dans mon dos, une barre au niveau du pubis pressait. Je me suis débrouillée, habillée comme j'ai pu, et j'ai pris un Uber, direction la maternité. J'avais le cœur qui battait et les larmes aux yeux. Je craignais plus pour mon bébé que pour moi. J'ai été prise en charge immédiatement. La sage-femme que j'avais eue au téléphone auparavant a compris que ma douleur n'était finalement pas si classique que ça. J'ai pris quelques médicaments pour me soulager en urgence, et puis elle m'en a donné elle aussi. C'est avec cette même urgence qu'on a fait les examens pour s'assurer que bébé n'était pas en train de venir, beaucoup trop tôt. On m'a vite rassurée, le col était intact, bébé en pleine forme, ma tension parfaite. Mais alors, qu'est-ce qui se passait ? La sage-femme m'a fait venir à l'obstétricien pour constater les faits par une écho. Il a tout de suite pensé à mes reins. Il a passé la sonde d'écho sur mon ventre, puis dans mon dos. Un hurlement est sorti de ma bouche. Impossible pour lui de voir mes reins. La douleur était trop intense. La sage-femme, avec douceur, est venue m'annoncer que j'allais, si je le souhaitais, rester un petit peu avec eux pour me surveiller. Vous savez, à ce moment-là, j'ai même pas demandé ce que j'avais. J'ai juste acquiescé pour rester avec eux. On prenait enfin en charge ma douleur. Et on y donnait du crédit. Rien que ça l'a fait inconsciemment diminuer. Merci à mon corps pour ce cri d'alerte. Sans lui, ça aurait pu mal finir. Mon séjour a duré à peu près 10 jours. J'ai vu des équipes et des contre-équipes de sages-femmes avec un cœur en or qui prennent le temps de discuter avec leurs patientes pour une prise en charge complète. Il y a aussi du personnel soignant qui devient maltraitant, volontairement ou par manque de temps. J'ai vécu un moment plutôt humiliant où je me suis retrouvée à pleurer au téléphone pour qu'on me ramène un petit bout de sparadrap pour attacher ma perfusion qui se décollait et qui me faisait terriblement mal à chaque mouvement de doigt. C'est compliqué parce qu'elle était sur ma main dominante, ma main gauche, et qu'on doit dormir. Parce qu'en fait, elle était plantée là. Quand ça bougeait, je vous explique même pas la douleur. Je n'ai su qu'au 5e jour ce que j'avais, parce que mes résultats n'étaient pas arrivés, parce que personne n'avait aussi pris le temps de m'expliquer, parce que j'avais pas demandé. On me donnait des médicaments qui me cassaient, mais m'apaisaient. J'ai repris des forces, j'ai dormi, j'ai pu reprendre mes esprits.
À ce moment-là, j'en ai donc profité pour demander ce qui m'arrivait. On m'a donc dit que j'avais une pyélonéphrite, qui est une infection du rein assez courante au final dans la grossesse, mais qui chez moi était passée inaperçue. Bon, ça on en reparlera. Elle était assez importante, on m'a dit que sans cette consultation, j'aurais pu faire une septicémie. Je n'en veux plus à personne aujourd'hui. Mais au départ, j'étais très en colère par rapport à mon suivi. Car j'avais depuis le début et dès mes premières consultations indiqué que je ne buvais pas assez, que j'avais ces douleurs-là, à cause du démarrage mais catastrophique de ma grossesse. Je rappelle que je ne pouvais même pas avaler ma salive durant 1 mois et demi. Il y avait aussi mes analyses d'urine qui étaient mauvaises chaque mois. Tant d'éléments qui auraient pu alerter, tant de plaintes qui n'ont pas été recueillies, écoutées, tant de mois qui ont été perdus, de moments volés. Mais j'aurais juste aimé pouvoir kiffer mon second trimestre en fait, qui est le mois apparemment du regain d'énergie, celui où les femmes enceintes profitent et font des choses pour l'installation de leur bébé, vivent des moments enceintes. Aujourd'hui, j'aimerais juste, si quelqu'un du corps médical tombe sur mon récit, prendra peut-être un peu plus en compte la vie, la plainte de sa patiente. J'aimerais que ça ne change pas pour moi, mais pour les autres. Au bout de 10 jours, j'ai pu enfin rentrer chez moi. L'hôpital, c'était sympa, ouais, c'est cool. Mais j'avais enfin retrouvé l'énergie, la pêche, j'avais plus de douleur. On faisait des monitorings tous les jours, on vérifiait mon col régulièrement, mais constante. J'allais enfin bien. J'allais enfin pouvoir croquer ma grossesse à pleines dents. La semaine suivante a été pour moi synonyme de soulagement et de prise de plaisir. Comment vous imaginez le truc ? Chaque chose, pour moi, rimait avec douleur. Mon corps n'était que douleur. J'avais, aujourd'hui, enfin faim. Je mangeais comme je voulais. Je ne ressentais plus de douleur. Choisir de me reposer ou de me bouger, de sortir ou de rester contemplative. Je n'ai pas boudé mon plaisir à partir de ce moment-là. Cette semaine-là a été aussi le début de nos séances d'autonomie. Il s'agit, alors très grossièrement, d'un ensemble de techniques pour entrer en interaction avec bébé par le trio mère, bébé, coparent. Nous l'avons réalisé lors de notre parcours de préparation à l'accouchement. Je ne sais pas comment vous décrire ce qui s'est passé lors de ces séances-là, mais néanmoins, je ne peux que vous le conseiller. La première session nous a permis de prendre conscience que bébé était là, qu'il répondait à nos appels et pouvait, si on lui faisait la proposition de se déplacer d'une zone à l'autre de mon corps, venir se loger au creux de notre main, à travers mon ventre ou dans mon dos. Bébé était présent et si réactif. Avec tout ça, je vous ai même pas parlé de notre petit rituel que nous faisions chaque soir pour faire bouger bébé. Bien même avant l'autonomie, on proposait à bébé de suivre nos voix, les sons ou les mouvements que l'on faisait accompagnés d'un massage avec de l'huile sur mon ventre. Les propositions en autonomie nous ont donc semblé tout naturelles et bébé y répondait assez aisément. Ce fut des moments magiques, intenses et qui nous ont permis de nous recentrer sur bébé. Bon, la semaine suivante, j'ai chopé un rhume. Super. Cela peut paraître ridicule d'en parler, mais chez moi, cela s'est transformé en super grippe. J'ai pu dire bonjour de nouveau aux douleurs intenses dans tout mon corps, les contractions et les difficultés à dormir. Évidemment, on était désespérés. On avait peur de voir le retour de mon état végétatif douloureux d'il y a quelques jours. Finalement, 5 jours plus tard, les douleurs et le syndrome grippal ont disparu. Au niveau organisation, on a dû tout modifier. Notre partage de tâches ménagères, qui était plutôt équitable. Pour les courses, je me plaisais à les faire via un drive ou un vrai, car j'aime choisir mes produits, imaginer des recettes en faisant les courses. Depuis, Picard est devenu mon meilleur ami, clairement. Le midi, comme j'étais trop fatiguée, je me faisais des petits plats tout prêts. Et ça, c'était très pratique. On s'est aussi acheté pas mal d'ingrédients tout prêts, ce qui raccourcit la routine des repas en fait, parce que mon cher compagnon, il avait déjà le linge, le ménage administratif, son boulot, l'inquiétude et tout le reste à gérer. On faisait aussi nos courses par livraison maintenant, parce que je ne pouvais plus me permettre d'aller faire les courses, mais je les faisais de mon lit, pour diminuer la charge mentale de mon cher chéri. Avec le début de cette semaine, est venue les nuits d'insomnie, dues à un syndrome de nesting que je développais. Oui, bon, je n'ai jamais été tranquille au final depuis le début de ma grossesse. Peut-être si, une semaine ou deux. Mais bref, qu'est-ce que c'est que le nesting ? C'est ce qu'on appelle aussi l'instinct de nidification. C'est un peu comme les oiseaux qui décident de faire leur nid à l'approche de l'arrivée du petit. C'est une envie presque incontrôlable de tout nettoyer et d'organiser. Il mérite un chapitre à lui tout seul, mais moi je vais juste vous raconter une nuit qui m'a le plus marqué. J'étais allongée, en mi-dos, avec le coussin d'allaitement, les yeux grands ouverts, tel un hibou. J'entendais dans ma tête 2 petits bonshommes qui se parlaient. Il était 4h du mat et j'avais 2 personnages qui discutaient par rapport à l'organisation de ma maison, le rangement futur, la préparation de la chambre du bébé. Je n'ai réussi à m'endormir que lorsqu'ils ont eu fini de tout planifier. Il fallait que je prenne des notes, que je dise
que je me dise qu'on viderait la chambre tel jour, qu'on irait chercher les meubles telle semaine. En fait, ces bons hommes qui discutaient, en fait, c'était juste le reflet de mes pensées que mon cerveau fatigué a imagé. C'était drôle et à la fois ridicule de ne pas pouvoir m'endormir en raison de mes besoins d'organisation et de rangement obsessionnels. Après quelques recherches, j'ai appris que c'était un mécanisme naturel, voire archaïque, car on ressent un besoin de protéger et créer un environnement rassurant et sécuritaire pour notre bébé. C'était finalement rassurant de me dire que psychiquement, j'étais bien présente dans ma grossesse. À la fin de la semaine, j'étais fière de moi, j'ai vu mon poids sur la balance augmenter petit à petit, plus 2 kilos. On va enfin arrêter de me faire des réflexions sur les rondeurs que je n'ai pas prises et la pression qu'on me met à me dire que pour bébé, j'ai pas pris assez et on sera pas en bonne santé si j'ai pas pris de poids. J'ai commencé ce mois avec une médecine alternative aussi. J'ai fini avec une autre forme de soins. J'étais voir un ostéopathe. Les douleurs physiques liées à ma grossesse sont courantes et cette fois-ci, elles ne m'ont toujours pas quittée. J'avais de fortes douleurs ligamentaires au niveau du bassin et des hanches. Je me suis rendue chez un ostéopathe spécialisé dans la prise en soin des bébés et des femmes enceintes pour ne pas être confrontée aux questionnements maladroits de certains qui me disent encore que c'était sûrement dangereux pour bébé de se faire craquer chez l'ostéopathe ou de se faire manipuler. J'ai réalisé 3 séances qui m'ont grandement soulagée sur le coup et les jours suivants, mais qui ont toujours vu leur retour parce que le poids de bébé grandissait jour après jour et le poids du ventre augmentait. Je vous rassure, j'ai pas été craquée. Elle, parce que c'était une femme, l'ostéopathe, n'a pas déclenché mon accouchement. Oui, je sais que certaines vont voir l'ostéopathe pour ça, mais quand on est face à quelqu'un de compétent, en tout cas là, elle sait quelle technique utiliser. Elle m'a donc proposé de faire des mouvements doux et profonds pour me réaxer, me détendre et m'apaiser. Elle m'a aussi montré des massages plus vigoureux à faire à 2 une fois à la maison. Petit spoil, je devais retourner en fin de grossesse, mais j'en ai pas eu le courage. Ma grossesse, tu verras dans les prochains podcasts qu'elle n'a pas été évidente du tout, et encore plus sur la fin. La semaine prochaine, on commencera par cette alerte d'accouchement prématuré à 28 semaines. Et oui, encore. N'hésite pas à me raconter toi ton parcours si tu tombes sur ma vidéo, ça me ferait plaisir de te lire. En attendant, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de commenter si mes vidéos et ce podcast te plaisent.